Bonjour, Pauline Martins, en alternance chez Dell Technologies. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon rapport de recherche sur la problématique suivante: comment le bien-être au travail peut améliorer la performance des employés. Les organisations connaissent de belles croissances et génèrent de la valeur. Elles font face au phénomène de mondialisation et à la concurrence. Il y a une réelle course aux résultats entre la recherche continuelle de résultats et la capacité du salarié à suivre ce rythme. Ça peut être un facteur énorme de stress. C'est pour cette raison que j'ai souhaité orienter mon rapport sur le bien-être au travail et la performance. Dans un premier temps, nous verrons le contexte de Dell Technologies. Ensuite, nous évoquerons les différentes théories du bien-être et ses déterminants. Puis nous passerons sur la partie théorie de la performance, les déterminants et mesures de la performance individuelle. Et enfin, nous verrons les leviers de conciliation, bien-être et performance, les bénéfices et les enjeux pour les sociétés. Donc, pour faire une présentation brève de Dell Technologies, Dell, c'est une fusion entre EMC et Dell. EMC a été fondé en 1979 et Dell en 1984. Dell a connu une croissance exponentielle de 1000 dollars à sa création. Sa valeur boursière a atteint 85 millions de dollars 4 ans après. Elle a réussi grâce à son innovation commerciale qui a été la vente par téléphone avec une production à la commande et sur mesure. Elle est désormais spécialisée dans la commercialisation et la construction de matériel informatique et en 2016 a pu racheter EMC, ce qui a fait une fusion de deux géants. Suite à l'analyse du macro-environnement que j'ai fait, j'ai pu constater différentes opportunités telles que la croissance du secteur informatique grâce à la crise du Covid-19 et du passage au télétravail. Dell joue sur son image de marque très forte, elle tire profit de l'apparition des nouvelles technologies et du phénomène de mondialisation qui lui permet d'opérer à l'international. Cependant, elle fait face au risque des taux de change, aux différentes réglementations politiques qu'elle peut avoir dans les différents pays dans lesquels elle est présente, et elle doit faire attention à l'empreinte carbone que la production engendre, car c'est un fait très surveillé par l'État. Concernant l'analyse du micro-environnement, au niveau des nouveaux entrants, c'est plutôt faible. Les géants sont déjà ancrés, il y a des coûts élevés, donc le secteur est déjà presque saturé. Le pouvoir de négociation client, lui, est fort. Il y a un large choix de concurrents, donc il y a une réelle guerre des prix. Le pouvoir de négociation fournisseur est plutôt moyen. Il y a plusieurs fournisseurs pour Dell, donc ils achètent au meilleur prix. Concernant les produits de substitution, c'est plutôt faible. Il y a une innovation permanente chez Dell pour pallier les risques d'arrivée de nouveaux produits. Et enfin, comme j'ai pu le dire, l'intensité concurrentielle est très forte. Il y a énormément de concurrents, même si Dell se retrouve parmi les 3 leaders du marché. Donc maintenant, nous allons entamer la première partie qui est les théories du bien-être et ses déterminants. Donc il y a plusieurs notions qui sont regroupées dans le terme du bien-être. Il y a le bonheur, la qualité de vie, la satisfaction. Ce sont des notions qui mènent toutes à un épanouissement personnel qui est de plus en plus recherché. Donc il existe différents types de bien-être. Il va y avoir le bien-être hédonique ou subjectif qui est défini par Dinner en 1984 comme une prédominance dans l'expérience consciente d'un individu d'évaluation cognitive et émotionnelle positive par rapport à la perception d'expériences négatives ou désagréables. Donc pour lui, le bien-être, c'est de ressentir énormément d'émotions agréables ou positives et très peu d'émotions désagréables ou négatives. Ensuite, il y a le bien-être objectif qui est défini par Dubief en 2016 et qui recouvre des composantes externes aux individus telles que revenus, niveau d'éducation, santé, caractéristiques du logement, inégalité, insécurité. Donc pour lui, c'est de ressentir énormément. Pour lui, le bien-être est présent ou non par l'addition d'aspects positifs et ou négatifs auxquels un individu fait face. Ensuite, il y a le bien-être psychologique qui a été défini par la psychologue Carol Riff sous 6 composantes qui sont l'autonomie, la croissance personnelle, la maîtrise de l'environnement, les buts dans la vie, les relations positives avec les autres et l'acceptation de soi. Il y a aussi le bien-être physique qui fait référence à la bonne santé physiologique globale et la satisfaction des besoins corporels. Et enfin, il y a le bien-être social qui est construit par différentes théories de différents auteurs comme Rawls, Wilder, Bourdieu ou encore Putman.
Les différents déterminants donc de la performance, du bien-être, pardon. Il y a le capital humain dans un premier temps, qui est défini par Alexandre Gilliard et Joss Russell comme comme le capital humain d'un individu se définit donc surtout par les connaissances et compétences que ce dernier maîtrise. Donc, outre la participation du capital humain à la croissance économique, il favorise également le développement du bien-être. Ensuite, il y a le capital social, qui est défini par Bourdieu comme l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées, d'interconnaissance et d'interreconnaissance. Donc, il permet d'agir sur plusieurs points du bien-être, d'avoir un meilleur état de santé, de nouer des liens et de créer des réseaux de relations qui vont venir entretenir la sociabilité de l'individu. Ensuite, il y a l'intégrité physique apparente qui joue sur le bien-être. Donc là, on va se référer à l'âge, au sexe, à la perception physique de soi-même. Il y a aussi la capacité d'adaptation. Pour Finkenauer, l'adaptation à des situations va freiner l'augmentation du bien-être. On va prendre un exemple. La personne qui gagne à l'euro-million va être énormément heureuse et ressentir un fort taux de bien-être en soi le jour de la victoire. Mais ce plaisir-là et ce bien-être va s'estomper au fur et à mesure du temps. Ensuite, il y a le sens de la vie qui est défini par Finkenauer et Baumeister sous 4 besoins essentiels pour donner du sens à sa vie. Donc, on va être sur le projet de vie, l'ensemble de valeurs, l'efficacité personnelle et la valeur personnelle. Et pour finir, il y a la fixation de buts personnels. Pour Finkenauer et Baumeister, ceux qui ont plusieurs buts sont plus heureux que ceux qui n'en ont pas. En effet, la réalisation d'objectifs fixés comme des buts personnels par un individu lui ferait ressentir des aspects positifs, un sentiment d'efficacité et une bonne estime de soi. Maintenant, nous allons passer sur la partie des théories de performance, donc les déterminants et les mesures de la performance individuelle. Avec l'évolution de la société, il est important de s'ouvrir à de nouvelles performances pour ne plus se limiter qu'aux seuls résultats financiers. Donc, il existe différents types de performances. Il y a la performance sociale, qui est une mise en pratique efficace de la mission sociale d'une institution en accord avec des valeurs sociales. Donc, elle correspond aux résultats dans l'entreprise, dans les domaines qui ne proviennent pas directement de l'activité économique. C'est un élément clé d'ailleurs de la RSE. Ensuite, il y a la performance organisationnelle, qui pour Drucker est caractérisée par 2 facteurs fondamentaux qui va être l'efficacité et l'efficience et a pour capacité de créer de la valeur. Ensuite, il y a la performance adaptative qui est une nouvelle performance et qui est un axe très prometteur d'après Poulakos et qui la définit comme une aptitude à modifier ses comportements pour s'adapter à la demande d'une situation ou d'un environnement nouveau. Enfin, la performance individuelle a été définie par un des pionniers en 1999, Campbell, qui la définit comme un ensemble de comportements ou d'actions qui sont pertinents pour les objectifs d'une organisation et pouvant être mesurés en termes de niveau de compétence et de contribution aux objectifs. Pour une définition un peu plus récente, il y a celle de Moto-Wildo qui sous-entend que la performance individuelle peut varier dans le temps pour être meilleure ou moins bonne et qui peut être aléatoire selon les missions à accomplir. Donc il y a 2 notions qui ressortent, c'est que la performance, elle provient du comportement des individus et l'efficacité qui vient avec les résultats obtenus. Suite aux travaux de Campbell, Borman et Moto-Wildo, on peut citer 2 types de performance. Il y a la performance dans la tâche qui correspond à l'exécution des tâches et des activités qui contribuent à l'accomplissement des objectifs organisationnels. Et il y a la performance contextuelle qui est l'ensemble des comportements qui contribuent à l'efficacité organisationnelle. Les déterminants de la performance individuelle. Donc, on va utiliser pour cela la pyramide de Maslow qui démontre que les motivations des personnes proviendraient des différents besoins atteints. Pour lui, la motivation mène à la performance et ces besoins sont classés par ordre d'importance en 5 niveaux. Un classement donc qui correspond à l'ordre d'arrivée du besoin chez l'individu. Le besoin d'un niveau déclenche l'arrivée du besoin du niveau de au-dessus. Ensuite, pour déterminer
la performance individuelle, il y a également les 8 facteurs de Campbell. Campbell est l'un des premiers auteurs à avoir défini les facteurs qui rendent un individu performant. Et ces 8 facteurs ont permis de démontrer que la performance individuelle est un tout et ne s'arrête pas seulement aux résultats financiers obtenus. Les mesures de la performance individuelle vont être basées sur 4 principes fondamentaux: l'efficacité, l'efficience, la cohérence et la pertinence, et a 2 mesures principales. La mesure objective, qui va être les critères quantitatifs et parfois qualitatifs, et la mesure subjective, qui va être le comportement de l'individu et les moyens mis en œuvre. Ensuite, nous allons passer à la partie sur les leviers de la conciliation bien-être et performance, les bénéfices et les enjeux. Donc, les leviers de la conciliation bien-être et performance, on a environnement de travail qui va englober l'espace de travail, les bons équipements, les ambiances, la relation avec le collaborateur. Il faut savoir qu'un espace de travail a un effet sur la santé pour 50% des salariés et sur le bien-être pour 48% des salariés. Ensuite, il y a le management qui, pour Richard, la clé du bien-être au travail tient dans la relation managériale et l'autonomie laissée aux salariés. En effet, par exemple, instaurer un management participatif aurait divers avantages puisqu'il s'agit d'un management centré sur le relationnel tout en conservant un objectif commun, l'atteinte des résultats. Ensuite, il y a la RSE qui accompagne la mise en place d'une qualité de vie et de bien-être au travail. C'est un enjeu prioritaire et pour plus de 50% des salariés, la qualité de vie au travail est le sujet majeur de la RSE. Ensuite, il y a également le développement des compétences. Donc, la mise en place de formations pour développer les connaissances et compétences de chacun. Il s'agirait de la politique qui a le plus d'impact sur le bien-être. Il y a aussi la reconnaissance qui est primordiale pour 45% des salariés, qui permettrait une meilleure estime de soi et un impact sur la santé psychologique du salarié. Et pour finir, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, qui est un équilibre dur à trouver pour les employeurs, mais qui pourtant est source de bien-être, puisque la réussite sociale se fait aussi maintenant par la vie personnelle et non pas plus que par la vie professionnelle. Le bien-être apporte des bénéfices aux salariés, donc les actions mises en place vont agir sur le bien-être physique, psychologique et social. Une étude à Harvard a démontré que les salariés heureux sont 2 fois moins malades, 6 fois moins absents, 9 fois plus loyaux, 31% de fois plus productifs et 55% plus créatifs. D'après Arnaud Lacan, un professeur de management, il indique qu'il y a de nouveaux désirs chez les salariés. Un désir d'être considérés comme des individus, de passer de l'utilitarisme au bien-être, de passer de la raison à l'émotion, de passer de la valeur travail à la valeur création et de passer du futur au présent. Bien évidemment, tout ça a un enjeu fondamental pour les entreprises et a plusieurs impacts au sein des sociétés. Il va y avoir un impact économique parce qu'il va y avoir une diminution des coûts et une hausse des gains de productivité, un impact sur l'image de marque et la communication interne qui sera forcément plus poussée, surtout un impact sur la santé puisqu'il y a une diminution des risques psychosociaux et cela protège la santé globale des salariés. Donc le bien-être agit sur quoi? Ça épanouit les salariés, ça déclenche des énergies positives, ça développe des nouvelles synergies et ça permet d'augmenter la productivité. Donc ça peut paraître comme un coût, mais au final c'est un réel investissement pour les entreprises au vu des avantages engendrés par la mise en place de ce concept. Donc pour finir, on a pu voir que le bien-être au travail, c'est un concept qui progresse. De plus en plus d'employeurs ont admis que des salariés heureux sont plus efficaces et performants. Ça a même déclenché l'arrivée de nouveaux métiers comme Chief Happiness Officer ou Feel Good Manager qui sont en charge de veiller au bien-être des salariés dans une entreprise. Et il faut savoir que pour 56% des salariés, leur entreprise prenne en compte et surveille leur bien-être. Il y a un nouveau facteur de performance et source de bien-être qui fait son apparition petit à petit. Ça va être l'arrivée du télétravail qui augmenterait l'efficacité de 9 salariés sur 10. Avec la période de confinement, nous avons eu un essai sur ce mode de travail et cela a été plutôt réussi. Il faut savoir que 45% du télétravail souhaitent continuer dans cette lancée de manière occasionnelle ou ponctuelle contre 43% de manière régulière. Alors, le bien-être étant une source de performance et une source de bien-être, est-ce que ça deviendrait une nouvelle façon de travailler dans les années à venir ?